Le réel, malheureusement, c'est cette horreur en France, avec Louis, adolescent de 17 ans, décédé des suites de ses blessures ce mardi après avoir été lynché à mort vendredi dernier. La scène atroce a été filmée par ses bourreaux, relayée par ses bourreaux sur les réseaux sociaux. 5 personnes, dont 3 mineurs, ont été interpellées, mises en examen pour tentative d'assassinat. Et vous avez sa famille qui se soulève, sa tante qui a décidé de prendre la parole à visage découvert. Je vous propose d'écouter le message de la tante. Quand le premier article est sorti, j'étais à l'hôpital, évidemment. Et je vois l'article sortir et je vois ma sœur qui voit l'article et qui commence à éructer. Et elle dit, mais qu'est-ce qu'il raconte? C'est pas une rixe, en fait, mon petit garçon, ce qu'ils m'ont fait. Parce que moi, je l'avais, la vidéo. Je sais que c'est pas ça. J'ai pris mon téléphone, j'ai appelé le journaliste. Je lui dis, qu'est-ce que vous racontez? Mais madame, c'est les éléments qu'on m'a donnés. Mais c'est pas ça, les éléments. Et en fait, j'ai pris la décision ce matin, en accord avec ma sœur et le papa de Louis, qu'on n'allait pas se laisser faire. Et qu'on allait faire savoir les choses. On a publié sur les réseaux, on a contacté les gens. Et aujourd'hui, toute la presse est unanime. C'est un guet-apens et c'est un assassinat. Mais on avait les leviers pour. Mais les gens qui n'ont pas les leviers, combien il y a d'enfants? Peut-être Louis, ce serait resté juste une page dans les faits divers à Perpignan, ou à Narbonne. Honnêtement, je crois que la seule chose qu'il faut, c'est que les juges, maintenant, prennent en considération, vraiment, ce qui s'est passé. Ils ont les vidéos, ils ont tout. Il faut que ces personnes soient jugées à la hauteur de ce qu'ils ont fait. C'est-à-dire qu'ils ont arraché la vie à coups de poing dans le crâne d'un enfant de 17 ans. Il n'y a pas d'autre mot. C'est cru, c'est violent, mais c'est ce qui s'est passé. Geoffroy Lejeune. Philippe, quel message souhaitez-vous adresser à la tante du petit Louis? Je trouve que cette dame est admirable. Écrasée par le chagrin, comme toute la famille. Elle a donc choisi de parler, de se dresser, de se lever, malgré ce chagrin. Et en fait, elle nous donne la démonstration de l'incarnation de 3 vertus civiques qui sont en train de se perdre dans notre pays. La première, c'est la vérité, le souci de la vérité. Puisque si elle a choisi de se lever, c'est contre le mensonge. Le mensonge de la presse régionale de Narbonne. C'est une infamie. Elle n'a pas supporté l'infamie. Parce que l'infamie consistait à dire « oui, mais c'est une rixe, comme d'habitude ». La vérité ne triomphe jamais, peut-être, mais ses ennemis finissent toujours par mourir. Souci de la vérité. Ça, c'est une vertu civique qui fait qu'une dame comme ça, à Narbonne, se lève, se dresse sur la place publique, descend sur le forum et harangue la France entière en disant « voilà la vérité ». Elle défend sa famille, elle défend son neveu qu'elle vient de perdre. Ensuite, la force d'âme, parce qu'elle va chercher, je ne sais où, au plus profond d'elle-même, assez d'énergie pour maîtriser son propos, même si on la sent très émue et bouleversée. La force d'âme. Et puis enfin, l'oblation, qui est une autre vertu. L'esprit d'offrande. C'est-à-dire qu'en fait, elle porte sur elle non seulement la souffrance de sa famille, c'est la tante de Louis, mais aussi la souffrance de tous les Français. Elle porte la souffrance de tous les Français qui vivent ce drame, cet assassinat, comme si c'était l'un des leurs. Elle incarne un peu de ce que la France n'ose pas dire. Elle incarne beaucoup de ce que la France voudrait dire. Elle incarne tout de ce que la France ne peut plus souffrir. Philippe, souvent dans ce type de drame, on essaye de
d'en comprendre les causes et d'en connaître les conséquences. Et surtout de pouvoir nommer ce qu'il s'est passé. Et malheureusement, je vous ai posé trop souvent cette question ces dernières années. Mais de quoi ce drame est-il le nom ? C'est la barbarie qui est chez nous. La barbarie qui est entrée dans notre civilisation et qui nous décivilise chaque jour davantage. Puisque la définition de la civilisation, c'est un état social dans lequel celui qui arrive au monde s'aperçoit très vite que ce qu'il a apporté est infiniment inférieur en termes de raffinement à ce qu'il reçoit. Et là, on a une bande de jeunes qui ressentent rien de tout ça, qui se moquent du principe de la civilisation, qui n'ont rien reçu, en tout cas qui ont tout rejeté. Et quand on décompose ce qui s'est passé, tout est atroce. D'abord, j'y reviens, la presse régionale, quand elle diffuse la nouvelle, explique que c'est une rixe, alors que la presse régionale, elle a vu les images. Donc elle ment. Une rixe, mais ça vous rappelle quelque chose. Thomas, à Crépole, c'était une rixe. Souvenez-vous, Elias, oui, le Monde avait dit, c'est parce qu'il a refusé de donner son portable. Donc, si vous voulez, à chaque fois, on change un peu la victime. On change de victime. Et puis Quentin, il l'a bien cherché. Et puis maintenant, c'est néo-nazi à la fête de la musique. Donc, la rixe, voilà. Alors qu'il s'agit d'un lynchage. La deuxième chose qui me frappe, c'est l'acte de célébration du lynchage et de la mort de Louis. L'acte de célébration, c'est-à-dire que ces jeunes voyous, ces jeunes criminels vont sur les réseaux sociaux et diffusent la revendication de l'acte. Donc l'exhibition. Et enfin, la troisième chose, c'est que fait l'aide sociale à l'enfance ? Où est-elle ? On attend qu'elle parle. Qu'a-t-elle fait pour protéger Louis ? Je note une chose à laquelle vous serez sensible, parce qu'on l'a dit souvent ici ensemble, tous les trois. Il y a eu harmonie commune. Elle n'a pas supporté ce qui est arrivé à son mari, elle a parlé. Il y a eu la mère d'Elias, encore récemment, chez Laurence Ferrari. Elle a parlé, elle reparle. Maintenant, les victimes parlent. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a plus de relais avec la justice. Là, le procureur a fait un communiqué d'un homme presque en vacances. Mais il n'y a plus de relais avec les hommes politiques. Aujourd'hui, il y a plein de communiqués d'hommes politiques. Mais il n'y a pas de parole gouvernementale. Et la famille se sent seule et donc elle s'adresse aux Français. Et elle dit aux Français, vous êtes ma famille, vous êtes ma seule famille. Il n'y a plus d'autorité, il n'y a plus personne pour nous représenter, pour nous protéger. Voilà. Et donc, nous vivons une véritable catastrophe. C'est la civilisation qui s'effondre. Je crois. Et Philippe, sauriez-vous dire comment nous en sommes arrivés là ? Eh bien, c'est très simple. On peut prendre d'ailleurs dans l'actualité des faits qui viennent corroborer ce que je vais vous répondre. C'est la chute de l'auctoritas, la chute de l'autorité. Alors, ils vous disent tout ça, les politiciens. Mais en fait, ils contribuent tous les jours à dégrader l'autorité. Les trois autorités, en fait. D'abord, l'autorité paternelle, qui a disparu dans les années 70, comme Éric Zemmour le montre dans son réédition du suicide français. Énorme erreur. L'autorité paternelle se dilue dans l'autorité parentale, et finalement, il n'y a plus d'autorité du tout, et il y a une société sans père. Et qu'est-ce qu'on fait en ce moment depuis 2 jours, là, y compris sur CNews, parce qu'on rend compte de l'actualité? On parle d'un rapport, bienvenue, mon Dieu, le rapport du Sénat, que tout le monde salue, sur le masculinisme. En fait, le danger, c'est la masculinité toxique, c'est-à-dire le patriarcat.
Et là-dessus, on épargne d'ailleurs les islamistes sur le patriarcat. On épargne les talibans quand ils viennent à Bruxelles. On ne leur dit pas, attention, le patriarcat, on n'en veut pas. Mais par contre, le patriarcat de la matrice anthropologique de la chrétienté, ça, celui-là, c'est l'ennemi. Donc un rapport du Sénat, mais qui est Gérard Larcher, qui est Bruno Retailleau, pour faire des trucs pareils? Un rapport sur le masculinisme. C'est ça la difficulté qui est face à nous, la masculinité. Mais il n'y a plus de mecs. On ne le voit pas, ça. Et donc, si on ne revient pas à une société établie sur le principe de la famille avec un papa et une maman, on est foutu. Mais ils n'osent pas, les politiciens, parce que c'est plus à la mode. Deuxièmement, il y a l'autorité magistrale. Le prof, il est tombé de l'estrade depuis mai 68 et il n'ose pas grimper sur l'estrade. Il a peur. On va te faire une Samuel Paty. Il a peur. Et j'entendais la réaction d'Attal. Mais Attal, il oublie de nous dire ce dont on a parlé ici un jour, avec humour. Quand il a voulu résoudre le problème de la violence à l'école, qu'est-ce qu'il a proposé? Il est allé dans un collège, il a dit on va faire 1000 collèges où on fera des cours d'empathie. Vous vous souvenez de ça? Les cours d'empathie sous notre gueule. Alors on prend des gens violents qui sont complètement décérébrés, désocialisés, et on les met côte à côte. On dit vous allez vous aimer. Hein, et pendant ce temps-là, on fait l'euthanasie. Donc c'est une société qui tue, aimez-vous les uns les autres et tuez-vous les uns les autres. Et pendant ça, là, on fait des cours d'empathie. Là aussi, on se moque de nous. Et enfin, la troisième autorité, c'est la plus absente, c'est Macron. C'est l'autorité régalienne. L'autorité régalienne, il n'y a plus de justice. Il n'y a plus de justice parce que la justice ne punit plus, parce que pour la première fois dans notre histoire, et il faut que les téléspectateurs de CNews et les auditeurs d'Europe 1 comprennent ce que je dis, pour la première fois dans notre histoire, on a une justice qui considère que la prison, c'est le mal. Et que le but de la justice, c'est la réadaptation sociale du condamné, et donc la victime est un peu coupable, parce que la victime appartient à la société et que c'est la société qui est coupable. Donc en fait, on est sur trois inversions. Une autorité déchue, l'autorité paternelle, une autorité magistrale déchue, tombée de l'estrade, et une autorité régalienne qui n'est plus ni régalienne ni autoritaire. J'entendais Maurice Berger tout à l'heure, avant nous, chez Thomas Bonnet. Remarquable émission, remarquable entretien. Et Maurice Berger, il n'y a qu'une solution, c'est la prison tout de suite. On n'attend pas d'être récidiviste, la prison tout de suite. Même si c'est court, mais la prison tout de suite. Il faut qu'ils anticipent que s'ils font ça, ils vont en prison. Voilà. Autre sujet, mais finalement, c'est intimement lié. Ayons une pensée ce soir pour la famille du petit Louis, bien sûr. Parlons de la fête de la musique, qui s'est transformée dans certaines zones en France en violence, avec des voitures dégradées, avec des voitures détruites, des piqûres sauvages, des viols, plus de 260 personnes qui ont été interpellées. Et pourtant, le Premier ministre a pris la parole cette semaine pour dire cela. Je vous propose de l'écouter. Saluer aussi objectivement le comportement de nos concitoyennes et de nos concitoyens à l'occasion de la fête de la musique qui s'est relativement bien passée, et je le redis à l'ensemble des collègues, preuve en est que faire confiance aussi à l'intelligence locale, aux maires, aux organisations locales n'est jamais une mauvaise méthode, avec évidemment un critère de proximité. Et je le disais, donc plus de 260 personnes qui ont été interpellées. Et parmi toutes les séquences, un journaliste, une nouvelle forme de journalisme, puisque c'est notamment sur les réseaux sociaux qu'on peut le voir, Tony Pitaro, parce que vous savez que les bières étaient interdites, mais visiblement pas les bonbonnes de protoxyde d'azote. Vous les inhalez et peut avoir des conséquences effectivement très graves. Je suis au cœur de Châtelet-Léal, il est 6h40 du matin et regardez ce qu'on retrouve, voilà, des bonbonnes de protoxyde d'azote dans un Paris, et voilà, ici c'est l'apocalypse. Là on s'est baladé avec le caméraman dans Paris Centre et tout est détruit. Et ici c'est une catastrophe, tout est
dégueulasse. Et c'est partout, dans tout Paris-Centre. 6h40 du matin, regardez, on est à Châtelet. Franchement, j'ai jamais vu Paris dans un tel état. Regardez. On est là, tout est dégueulasse. Il y a eu des îlots de propreté, comme on dit, qui ont été mis en place, mais regardez, c'est pas du tout suffisant. Et j'ai l'impression que Emmanuel Grégoire aime qu'on vive dans une déchetterie. Regardez-moi ça. Est-ce que c'est normal d'avoir ces scènes au cœur de Paris? Regardez ici. Voilà, et tous ces gens, visiblement, ne travaillent pas. Parce que moi, le lundi matin à 6h40, je vais vous dire, je suis pas en train de tout dégrader. Voilà, tout le mobilier comme d'habitude, parce que c'est vrai qu'ici, à Paris, on ne sait pas faire la fête sans tout casser. On retrouve des énormes bouteilles de protoxyde d'azote partout. On est devant la mairie de Paris, c'est exactement ce qui est en train de se produire. Un ballon, du gaz hilarant, et les jeunes se shootent, voilà, toute la journée, toute la nuit. Et encore une fois, c'est les services de la ville de Paris qui doivent tout nettoyer. C'est moi. Et ça continue, il y en a dans tous les sens, alors on nous interpelle évidemment, et les agents vont devoir tout nettoyer. Geoffroy Lejeune. Revenons sur la phrase, après avoir vu ces images, la phrase de Sébastien Lecornu, ça s'est relativement bien passé. J'imagine que vous avez apprécié cette qualification, relativement bien passé. Relativement est succulent. Ça s'est relativement bien passé. Mais où sont ces gens? Que font-ils? Qu'est-ce qu'ils ont dans la tête? Qui c'est ce Lecornu? Il a vécu où? Et comment il peut arriver à dire une chose pareille? Coupé à ce point de la réalité. En fait, on a l'impression que les gens ne voient plus ce qu'ils voient. Ils ne voient plus ce qu'ils ont sous les yeux. Et ce qu'on a sous les yeux, je vais vous dire, c'est la décadence sur ces images. C'est-à-dire en fait une forme de suicide civilisationnel. Tout s'effondre. La parole, les manières, les émotions. Voilà la fête de la musique. Tout est en train de partir par le fond. Un peuple qui s'abâtardit et que les hideurs indiffèrent. La dissolution des êtres humains dans une animalité musicale, post-musicale. Où est passée la musique? Moi, je me souviens des premières fêtes de la musique et je me souviens de la musique à Paris quand j'étais enfant. Où est passé le music hall de Saint-Germain? Où est passé le café-concert de Montmartre? Où sont passées les sérénades, les barcaroles de Procope, le trompettiste de la rue de Bussy, l'orchestre d'Archy de la rue des Beaux-Arts, etc., etc. Ça, c'était de la musique variée, certes. Mais les cantinelles des bords de Seine, c'était de la musique. Et là, on a quoi? On a un déversoir de vomissures sonores. Avec un peuple qui devient foule, qui devient flux et qui est asservi à la discordance, avec des sons qui rentrent par les pores transpirants et qui ressortent par la sudation dégoulinante du corps dégingandé. C'est ça qu'on voit, la fête de la musique. Où est passé l'homme du goût, du raffinement français, qui disait avec Saint-Exupéry, rien qu'à entendre un chant villageois du XVe siècle, on mesure la pente descendue. En fait, c'est Philippe Muret qui a tout dit. On a eu, avec la fête de la musique, Homo festivus. Homo festivus, c'est l'homme d'aujourd'hui, de la post-musique, de la post-mémoire, de la post-histoire. Alors, il est sur... je rencontrais tout à l'heure... C'était un patineur avec les rollers. Il ne pense plus rien. Il communique. Et il est fluide, grégaire, mobile, festif. Il va de fête en fête.
le Téléthon, la marche des fiertés, les technoparades et naturellement la fête de la musique. C'est un homme festif, homo festivus. Et là, on a vu pire. Je vous écoutais tout à l'heure à propos des piqûres. L'homo festivus, c'est devenu l'homo... l'homo de la seringue. Et l'homo détritus. C'est-à-dire qu'en fait, on a trouvé des seringues partout. Et on a trouvé des bonbonnes de protoxyde d'azote. Alors je vois que le préfet de Paris tout à l'heure dit, comme pendant le Covid, plus d'alcool, parce que c'est dangereux, mais par contre, protoxyde d'azote, il n'y a pas de problème. Et là, Tony Pitaro, il a trouvé des bonbonnes de protoxyde d'azote. Voilà. Et le lendemain, il faut penser aux gens qu'on nettoyait le lendemain. Je me demande ce qu'ils ont pensé de la ville lumière, Paris, la ville lumière. Paris, la ville lumière, l'homo détritus. Paris, la ville lumière, qui est devenue une ville poubelle, une décharge à ciel ouvert, livrée aux surmulots et aux ordurophiles. Voilà ce qu'est devenu Paris. C'est une honte. La fête de la musique, le monde entier nous regarde, se prend la tête et se dit « Paris n'est plus Paris, la France n'est plus la France ». Parlons de la justice à présent, Philippe de Villiers. 3 semaines après la découverte de la petite Liana dans le Gers, les Français attendent des réponses. Mais s'engage à présent un bras de fer inédit, peut-être historique, entre le garde des Sceaux et une partie du corps des magistrats. Plusieurs centaines d'entre eux, d'ailleurs, ont rejoint une boucle de messagerie, boucle WhatsApp, afin d'organiser une riposte après la suspension d'un substitut du parquet d'Auch en charge de l'enquête. Vous voyez par exemple ce message. Pourquoi pas bloquer la boîte mail du cabinet du garde des Sceaux, GDS garde des Sceaux, où je pense qu'il faut qu'on soit percutant, les mobilisations devant les tribunaux judiciaires, c'est vraiment bien, mais on le fait depuis des années. Les avocats aussi, avec des efficacités relatives. Pareil, les pancartes, c'est bien pour informer localement, mais pas forcément au national. Je vous propose d'écouter Gérald Darmanin. Tous les Français peuvent constater le dysfonctionnement grave de la justice et de la gendarmerie, puisque le rapport dit bien que le dysfonctionnement vient des deux côtés, que ce n'est pas un problème de moyens. Il y avait moins d'activité au parquet d'Auch, même s'il y a évidemment de l'activité, et il y a beaucoup de travail au parquet d'Auch, mais il y en avait moins en 2025 qu'en 2024. Et que par ailleurs, il n'y avait pas des plaintes pour crimes sur les enfants tous les jours, et qu'il y avait un renforcement de magistrats, puisqu'un 4e magistrat est arrivé en septembre dernier, donc il y avait 4 magistrats au parquet. Geoffroy. Alors, cher Philippe, que vous inspire cette révolte de certains magistrats ? L'indécence, c'est ignominieux. Moi, je dis à ces magistrats, est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous faites en ce moment ? C'est une question de tempo. Il y a une famille qui pleure, Liana. Il y a un pays tout entier traumatisé par ce drame. Vous pourriez faire silence, vous recueillir, réfléchir à un chapelet d'erreurs, de négligences qui ont été mises en valeur par un pré-rapport. L'indécence. Mais ça va plus loin que ça. Ce qui fait que les Français, en ce moment, sont en train de se révolter. Ce n'est pas les juges qui se révoltent. C'est les Français qui se révoltent contre, justement, cette magistrature arrogante. C'est l'inversion accusatoire. Parce que dans la quinzaine, on a eu non seulement l'affaire Liana avec ce que les magistrats appellent les dysfonctionnements, mais il y a eu aussi l'absence de sanctions pour la Ligue des Champions. Très très peu de sanctions. Très très peu de sanctions pour la fête de la musique. Pas de peine de prison. Donc le laxisme, ce qu'on appelle le laxisme judiciaire. Mais ça va plus loin.
Demandez à Robert Ménard dans quel état il est aujourd'hui, dans quel état psychologique il se trouve aujourd'hui. Parce que les parlementaires hier n'ont pas voulu voter une loi qui dit qu'un maire, officier d'état civil, officier de police judiciaire, ne peut pas faire des mariages illégaux. Mais c'est le maire qui devient coupable avec cette justice. Mais ça va plus loin. Le Conseil constitutionnel a dit il y a quelques jours, non, on n'a pas le droit de faire un référendum sur l'euthanasie. Ah oui, sur la question de la vie et de la mort, qui est la question fondatrice d'une société pour sa survie, les citoyens n'ont pas le droit de s'exprimer. Donc, en fait, les Français ont le sentiment qu'ils sont privés de leur justice et que la justice n'est plus rendue en leur nom. Mais ça va plus loin. Parce que le 7 juillet prochain, les juges, ils vont frapper. Évidemment. On va voir ce qu'ils vont faire. Mais la tentation du corporatisme risque de l'emporter. Et qu'est-ce que, moi, je vous dirais en synthèse? Ceci. À Rome, il y avait des abus des consuls. Et donc, on a décidé d'instaurer un consul particulier qui avait la tribunicia potestas. C'était le tribun du peuple. Aujourd'hui, en fait, la tribunicia potestas, elle est passée du politique au prétoire. On a vu, avec l'affaire Marine Le Pen, que l'affaissement du pouvoir législatif, alors qu'on disait jusqu'à présent, le juge est la bouche de la loi. C'était Montesquieu. L'affaissement du pouvoir législatif n'existe plus. En plus, c'est Bruxelles qui commande. Et aussi l'affaissement du pouvoir exécutif, puisqu'on sait le 7 juillet prochain que ce sont les juges qui vont désigner le casting de la présidentielle, comme en 2017, en éliminant François Fillon. Et donc, moi, ce que je vous dis, ne regardez pas la révolte des juges, c'est une révolte de la toge, de l'hermine, des professionnels de la magistrature assise, de la magistrature debout, de la magistrature couchée. Derrière, il faut regarder la révolte des Français qui n'en peuvent plus d'avoir un État régalien qui s'est effondré sur lui-même. Les Français qui disent « on veut une justice qui soit rendue au nom du peuple ».